Donc, comme vous savez, ATTAC est une organisation d'éducation populaire qui est engagée de longue date dans la défense de l'intérêt général contre la voracité du capitalisme financiarisé. C'est donc tout naturellement que nous nous intéressons à la question de la justice fiscale. Dans cette optique, nous avons rejoint le réseau pour la justice fiscale, qui est donc une coordination d'une trentaine d'associations qui vise d'une part à informer le grand public du rôle de la fiscalité dans la justice sociale, et d'autre part à interpeller le monde politique sur la nécessité d'encadrer strictement les marchés financiers, de refinancer les services collectifs et de centrer l'économie sur l'humain et non sur les profits à court terme. Je vous invite à découvrir les prospectus qui parlent du travail du réseau pour la justice fiscale à l'entrée. Donc dans cette perspective, nous lançons ce soir un cycle de conférences consacré à la politique fiscale du gouvernement. Ce soir, on abordera donc la question de l'impôt sur les sociétés, donc la réforme de l'ISOC. Cette réforme qui a été actée au sein de la majorité gouvernementale dans le cadre du dernier accord budgétaire consiste principalement à réduire le taux nominal d'imposition, qui passera donc de 34 à 25%. Cette réforme s'inscrit dans le tax shift du gouvernement, qui vise à faire baisser la fiscalité sur le travail, ce qui n'est pas passé inaperçu dans un pays comme la Belgique, qui est réputé pour être un paradis fiscal pour le capital et un enfer fiscal pour le travail. De fait, le gouvernement a présenté cette réforme comme équitable, puisque les PME seront les premières à bénéficier d'une réduction du taux d'imposition nominale, et quand les grandes compagnies verraient, toujours selon le gouvernement, leur capacité à échapper à l'impôt contrecarrée par l'introduction d'un taux d'imposition minimal. Elle est également présentée, cette réforme, comme neutre budgétairement, avec la suppression de plusieurs niches fiscales et l'introduction d'une taxe sur les comptes titres. Alors, comme nous sommes de nature méfiante envers les effets d'annonce du gouvernement, qui ne nous a pas habitués à la justice et à l'équité en la matière, nous avons choisi, pour en avoir le cœur net, de passer la communication gouvernementale à l'épreuve de l'analyse de Christophe Quintard. Donc Christophe Quintard qui est délégué, non, qui est... Donc je travaille au service d'études de la FGTB fédérale. Et parmi les dossiers que je suis, le principal, c'est la fiscalité. J'ai un passé de contrôleur fiscal et depuis que je suis au service d'études de la FGTB, depuis maintenant, ça fait 8 ans, je suis aussi membre du Conseil supérieur des finances, nomination que j'ai une nomination, on va dire, politique, avec l'étiquette Parti socialiste. Et donc voilà, c'est sur cette base-là que je suis. Oui. Donc en fait, normalement, pour discuter l'intervention de Christophe, on avait 2 intervenants politiques, mais malheureusement, il y a un virus qui touche spécifiquement le personnel politique qui s'est déclenché, et donc Marco Van Hees du PTB ne pourra pas venir ce soir. Mais par contre, on est très heureux d'accueillir Ahmed Lawège, qui est également malade, mais qui est présent. Et on l'applaudit. Voilà, c'est déjà. Donc je vais d'abord passer la parole à Christophe, qui va nous présenter son analyse de la réforme, et ensuite je passerai la parole à Ahmed qui nous apprendra ça d'un point de vue plus politique. Voilà, donc j'entends qu'il y a une certaine crainte par rapport aux objectifs qui sont annoncés par le gouvernement, et je peux les comprendre. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu le pourquoi. Donc, on va peut-être d'abord refaire un peu le contexte. Il est vrai que la Belgique, depuis très longtemps, mais surtout depuis 1982, a toujours une approche en matière d'impôt des sociétés d'avoir toujours des petites niches. Donc, on avait un système taux haut, mais avec plein de trous dans la base. Le contexte international a changé suite à la crise et suite certainement aussi à tous les leaks et autres Panama Papers et autres papers. Donc, il y a l'OCDE qui a fait une série d'analyses luttant contre ce qu'ils appellent la planification agressive et ce qui fait que ça détruit les recettes budgétaires dans les États. Et l'Union européenne, pour une fois, a suivi. Ils ont suivi, mais on est encore plus qu'à mi-chemin. Enfin, moins qu'à mi-chemin, pardon. Donc, c'est dans ce contexte international qui est changé que le gouvernement
a décidé, sous pression du ministre des Finances et de la NVA, qui ont décidé de faire la réforme de l'impôt des sociétés. Parce que si vous regardez dans la déclaration gouvernementale, dans le texte de l'accord gouvernemental Michel, on ne parle nullement de cette réforme qui est pourtant très importante au niveau socio-économique. C'était absolument pas annoncé. Alors, quelles sont les grandes lignes? Je vais dire, j'imagine que vous savez un peu. Donc, effectivement, il y a la grosse différence, c'est la diminution du taux. On passera en 2018 à 29% et en 2019 à 25%. Donc 29, de passer de 34 avec les additionnels communaux, les additionnels de crise à 29 puis 25. Pour les PME, on passera là, alors que déjà il y a un système actuellement qui est relativement favorable pour ces petites entreprises, on passera à un système de 20% dès 2018. Et cela a un coût assez important. Il faut savoir que, pour faire la grosse louche, pour chaque point de pourcentage d'impôt des sociétés, ça coûte environ, qu'on diminue, ça coûte environ 400 millions. Donc, par rapport à cette volonté de diminuer les taux, au Conseil supérieur des finances, on avait fait une estimation et on avait estimé que, en supprimant toute une série de déductions, dont la principale étant les intérêts notionnels, on ne pouvait pas aller plus loin que 25% globalement, donc aussi avec les PME, sans mettre en cause l'équilibre budgétaire. Ça, c'est donc première chose. Après, je viendrai plus loin par rapport à aussi toutes les mesures qu'ils ont prises pour compenser cette baisse des taux. Autre mesure qui fait que cette réforme aura un coût, il y a le système des revenus définitivement taxés. Donc c'est un système, c'est quand une entreprise touche des dividendes venant d'une société étrangère. En Belgique, on a un système pour rentrer dans ce régime qui est plus large que dans d'autres pays, mais en contrepartie, ces revenus définitivement taxés n'étaient déductibles qu'à 95%. On n'a pas modifié les conditions pour pouvoir rentrer dans le système, mais maintenant, on prévoit qu'elles seront déductibles à 100%. Ça sera un coût de l'ordre des 400 millions qui n'a pas été repris dans les tableaux budgétaires du gouvernement. En plus, ce système était une sorte de taxe qui réussit, enfin les 5% qu'on ne pouvait pas déduire. Certains fiscalistes disaient que c'était une taxe sur les holdings. Ça permettait au moins de capter une certaine base taxable, d'avoir une certaine base taxable dans le chef des holdings. Donc ça veut dire qu'avec le nouveau système déductible à 100%, ça va disparaître. En outre, le gouvernement a prévu des réductions d'impôts pour les sociétés qui débutent, les sociétés en croissance. Il y a aussi une mesure qui était symbolique. Il y avait une taxation sur certaines plus-values sur actions qui était symbolique. Je dis bien, hein, c'était 0,4%. Mais ça aussi, le gouvernement, c'est symbolique, il a décidé de le supprimer par souci de simplification administrative, dit-il. Il y a encore quelques autres mesures qui font que cette réforme aura un coût. Et une réforme qui, pour nous, interlocuteurs sociaux, enfin, les organisations syndicales, est assez symptomatique. C'est de nouveau ce qu'on appelle une extension d'un subside salarial, c'est-à-dire que pour toute une série de revenus, de salaires qui sont payés. Vous savez, quand votre employeur vous paye un salaire, il doit retenir du précompte professionnel, donc de l'impôt à la source. Depuis une dizaine d'années, on a inventé que pour soutenir la compétitivité de nos entreprises, elles sont dispensées de verser une partie de ce précompte. Donc ça veut dire que, soi-disant, elles retiennent l'impôt que vous devez payer, mais en fait elles le gardent chez elles. On a étendu ces dispenses pour le travail d'équipe, certains travail d'équipe, parce qu'il y a une catégorie de travailleurs, et aussi pour ce qu'on appelle le personnel scientifique, mais avec une définition de plus en plus large qui, pour finir,
fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont définis comme dans la législation fiscale comme faisant de la recherche scientifique, mais c'est pas du tout, c'est plus du tout le cas. C'est simplement engager quelqu'un qui est bachelier avec une orientation quelque peu scientifique, on le considère comme faisant de la recherche scientifique. C'est un coût énorme. Ces dépenses de versement de précompte professionnel, on en est au l'ordre des 6 ou 7 milliards actuellement. Ici, on va encore en rajouter une couche. Et ça, c'est la première réforme qu'ils ont annoncée et c'est celle pour laquelle ils ont un budget plus ou moins arrêté. Je viendrai après avec les critiques que l'on peut en faire donc par rapport au tableau budgétaire qu'ils ont déposé. En plus, ils ont annoncé que pour 2020, il y a toute une série de mesures qui vont aussi rentrer en vigueur, dont une qui est très importante, c'est l'introduction du principe de la consolidation fiscale. La consolidation fiscale, c'est-à-dire que une entreprise belge qui ferait du bénéfice, si elle a une filiale à l'étranger qui est en perte, elle pourrait imputer cette perte sur son bénéfice pour payer moins d'impôts. Donc ça permettra certains, si on ne fait pas attention et si on n'a pas le personnel pour contrôler, ça risque d'être à l'origine de pas mal de montages. En plus, il y a aussi, chose plus anecdotique, l'augmentation des dépenses pour investissement au profit des PME, une mesure favorable aux PME, mais qui risque d'avoir un coût important, et je vais expliquer aussi un peu pourquoi, parce que on peut craindre que une certaine augmentation de fausses, que moi j'appelle de fausses PME. Alors pour financer ça, donc ça a un coût de l'ordre des 4-5 milliards, je ne sais pas le chiffre directement ici devant moi. Le gouvernement a décidé ils ont mis en place une série de mesures. Il y a effectivement l'introduction d'un impôt minimum de 7,5% pour toute base imposable qui est supérieure à 1 million. Il y a un système de non-déduction de certaines charges une fois qu'on dépasse des charges de 1 million. Donc, je ne vais pas rentrer dans toute la technicité. Ça pourra effectivement avoir un effet d'assurer certaines rentrées budgétaires. Il y a aussi bien sûr la réforme des fameux intérêts notionnels, mais c'est une réforme qui est poussée dans le dos par l'Europe. Effectivement, dans les mesures qui sont mises en accompagnement de la réforme de l'impôt des sociétés, il y a aussi l'introduction d'une directive européenne qui s'appelle ATAT, donc d'évitement contre, c'est une directive contre la lutte contre l'évasion fiscale, contre le détournement. Et là, dans ce cadre-là, les intérêts notionnels tels qu'ils existaient en Belgique ne seront plus possibles. Donc, il y a un système d'intérêt notionnel européen, qui est le système italien, qui va être mis en place en Belgique. Ça sera uniquement quand les intérêts notionnels avaient été, c'était un intérêt fictif que l'on disait, qu'on calculait sur base de vos revenus, du capital propre de l'entreprise, donc le capital social. Ici, ça sera, et c'était l'objectif qui avait été annoncé en premier par le ministre Renders à l'époque, c'était pour renforcer les fonds propres des entreprises. Mais en fait, c'était pour remplacer les fameux centres de coordination et pour créer des banques au sein des groupes multinationaux. Ici, ne pourront plus être imputés qu'un intérêt notionnel quand vous augmentez réellement vos fonds propres. Donc, ça sera uniquement un intérêt notionnel sur l'augmentation des fonds propres. Ça fera que ça sera plus sur tout le stock et donc ça ne permettra plus de faire toute une série de montages. Parmi les mesures aussi qui ont été annoncées par le gouvernement, c'est les mesures visant à limiter le passage en société. Il y a beaucoup d'indépendants ou de professions libérales pour payer moins d'impôts passent en société. Il peut y avoir d'autres raisons, comme des raisons de sauvegarde du patrimoine pour les gens ils ont une maison et qu'ils sont mariés, ils n'ont peut-être pas envie, il y a des mesures qui protègent la maison habitation des indépendants, mais s'il y a un patrimoine dans le couple, ils n'ont peut-être pas envie de mettre le patrimoine
du ménage en danger dans leur exploitation professionnelle. Ça peut être une raison de passer en société. Mais la plupart des gens qui passent en société en Belgique, c'est souvent pour des raisons purement fiscales, pour payer moins d'impôts et de cotisations sociales. Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, les PME bénéficient déjà en Belgique à ce jour d'un régime de taxation diminué. Ils ne payent pas 33%, ils ont un système qui est plus proche des 20, 25 et pour les dernières tranches, quand ils sont en dessous d'un certain montant, aux alentours des 33%. Et donc, c'est plus proche des 20 et 25% déjà aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui passent en société pour payer moins d'impôts et comme ils ont une moindre rémunération, ils payent moins de cotisations sociales également. Le gouvernement a dit, on va mettre en place une mesure pour freiner ce passage en société. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier de ce taux réduit, vous devez donner une rémunération d'au moins 45 000 euros aux dirigeants d'entreprise. Donc ça, c'est toutes les mesures qui ont été prises pour compenser. Donc, si on prend le tableau budgétaire qui a été déposé par le gouvernement à ce jour, on voit qu'en 2018, la réforme pourrait même avoir un effet positif de l'ordre de 200 millions. En 2019, de 300 millions. En 2020, de 100 millions. Et en vitesse de croisière, de l'ordre de 100 millions. Mais comment sont-ils arrivés à des mesures positives? C'est qu'en fait, toute une série de mesures, ils les ont estimées de façon très large et très favorable. Et il faut savoir, quand on dépose un projet de loi avec un impact budgétaire, il y a une administration qui s'appelle l'inspection des finances qui doit remettre un avis. L'inspection des finances ne dépend pas des finances, elle dépend du ministère du budget. Et quand on lit l'avis de l'inspection des finances, on a toute autre image de la réalité budgétaire auquel on risque d'être confronté. Selon eux, le gouvernement a surestimé toute une série de recettes, notamment ceux qui viennent de la transposition de la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale, la directive européenne ATAD. Ils ont trop fort, ils ont pris des estimations budgétaires beaucoup trop optimistes. En outre, ils ont remarqué que le gouvernement n'avait pas pris en compte le fait que les revenus définitivement taxés, les RDT, ne seraient plus déductibles à 95%, mais à 100%. Je vous dis tantôt que ça va un coût non négligeable. Et donc, l'un dans l'autre, ils arrivent qu'en vitesse de croisière, donc après 2020, la réforme de l'impôt des sociétés aura un coût de l'ordre de 1,2 milliard par an. Et ils arrivent en ça en disant que, notamment, ils sont encore très prudents que la mesure de consolidation fiscale, dont je vous ai parlé tantôt, donc le fait de pouvoir imputer des pertes sur les bénéfices, ça aurait un impact de l'ordre de 500 millions. Mais ils disent c'est vraiment, ils avouent eux-mêmes, c'est plus instinctivement qu'ils n'ont pas pu faire de calcul. Chez nous, on est en train d'essayer de faire ça, et on arrive déjà à un montant un peu plus élevé. On fait ça sur base d'un CD-ROM qui reprend toutes les sociétés qui déposent des bilans à la Banque nationale. Et on a fait un premier calcul, on arrive à un montant plus élevé que les 500 millions. Et on doit encore affiner pour être sûr, on n'a pas envie de sortir avec des chiffres qui ne tiendraient pas la route. Mais enfin, ça vous montre déjà quel sera l'impact de cette réforme de l'impôt des sociétés sur notre budget. D'ailleurs, en la matière, il faut savoir que maintenant la Commission européenne, tous les ans, doit faire une évaluation des budgets qui sont déposés par les États membres. Et il a émis aussi des doutes par rapport au budget les épures de budget que le gouvernement a déposé, notamment mettant de grosses réserves sur la réforme de l'impôt des sociétés. Et je vais finir par rapport à l'estimation budgétaire.
c'est notamment aussi la Commission européenne et l'inspection des finances soulignent que l'estimation du rendement de la suppression des interrogationnels à la belge est beaucoup trop élevée par rapport à la réalité. En fait, l'inspection des finances s'est basée sur une étude qui a été faite sur la mesure par le FMI, et on a ça dans le rapport de l'inspection des finances. Et suite à cette remarque, le cabinet du ministre Van Overveld a écrit au FMI demandant qu'ils revoient à la baisse leurs calculs sur les intérêts nationaux. Donc au départ, c'était de l'ordre des 2 milliards dans le rapport de FMI, ça a été diminué, c'est 1,2 milliard. Donc voilà, donc on est dans quelle mesure on est en termes de budget. Cette réforme, il la présente comme neutre. Dans tout ce qui a été présenté à la presse, souvent il s'arrêtait en 2018, donc 2019, après toute une série de mesures telles que la consolidation fiscale, il était marqué NB, non budgété, alors que dans les tableaux, dans les rapports de l'inspection des finances, c'était budgété. Ce matin, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre la ministre du budget qui était interrogée à l'RTB, quand le journaliste a commencé à l'ennuyer par rapport au coût réel de cette réforme, elle est venue avec le slogan habituel de ce gouvernement, job, job, job. Donc, ils savent très bien qu'au niveau budgétaire, c'est une catastrophe qui n'est pas tout à fait à la base. Par rapport à la lutte contre le passage en société, l'inspection des finances a fait aussi un calcul tout bête en disant, parce que si l'entreprise ne paye pas 45 000 € de rémunération aux dirigeants d'entreprise, elle a une pénalité. Ils ont fait un calcul, dire actuellement, pour avoir le taux réduit, il faut de l'ordre des 30 000, non, 36 000, si mes souvenirs sont bons, 36 000. Donc si elle reste à 36 000, elle ne passe pas à 45, ils ont calculé quelle serait la pénalité qu'ils auraient, et il y a toujours un différentiel, attendez, un différentiel pour l'entreprise, elle gagnerait toujours en termes de... Enfin non, je veux dire, l'État belge perdrait en termes de recettes budgétaires près de 5 000 €. Donc on dit qu'on va lutter contre le passage en société, ce n'est pas du tout le cas. Et on va, même si les gens continuent à passer en société, on va continuer à perdre des recettes fiscales. Il faut savoir aussi qu'avec la 6e réforme de l'État, quand on perd des recettes à l'IPP, donc ça veut dire à l'impôt de personnes physiques, des gens qui actuellement, des docteurs ou des ouvriers, enfin des plombiers, ce genre de choses qui passent en société, l'impôt des sociétés reste au fédéral, ce qui est important aussi pour financer les besoins au niveau général du fédéral et au niveau de la sécurité sociale, mais ça a aussi un impact sur le financement des régions et des communautés. Parce qu'il y a une partie avec l'autonomie fiscale, il y a une partie des recettes qui vont... Donc il y a un certain passage qui se passe entre le fédéral et les régions, et certains n'hésitent pas à dire que vider les caisses de l'impôt des personnes physiques, ça permettra de vider les caisses de certaines régions qui sont budgétairement les plus fragilisées. Voilà, c'est une première analyse, et puis s'il y a des questions, des discussions. Voilà, bonsoir à tous, toutes et tous, pardon. Pour réagir à ce que vient de dire Christophe, qui vous dresse un panorama très complet des enjeux qui sont liés à la réforme de l'impôt des sociétés, qui se traduirait dans le chef du gouvernement par une baisse des taux, hein, il l'a bien expliqué, en s'engageant dans le même temps à ce que les choses soient neutres budgétairement, c'est-à-dire à ce que le coût de l'ordre de 5 milliards € soit compensé par toute une série de mesures qui viseraient soit à supprimer des postes de déduction, des exonérations, bref, tout ce qu'on appelle les niches fiscales, voire éventuellement à resserrer certaines mesures qui existent actuellement et qui profitent pour une large part aux grandes entreprises.
il y a lieu évidemment, face à cela, à garder à l'esprit que depuis 3 ans, chaque fois qu'il s'agit de chiffres, le gouvernement Michel nous a menés en bateau. Il faut bien se rendre compte qu'il s'agisse de leur budget, hein, quand ils ont présenté les budgets, les comptes, les budgets de l'État en recettes et en dépenses, quasiment tout le temps, ils sont venus avec des chiffres dont il s'est avéré par la suite qu'ils ne résistaient pas à une analyse fouillée. J'en veux pour preuve les rapports de la Cour des comptes. La Cour des comptes établit un rapport chaque fois que le gouvernement dépose un budget. La Cour des comptes dépose également un rapport chaque fois que le gouvernement dépose un ajustement budgétaire, c'est-à-dire une adaptation du budget. Et la Cour des comptes passe au crible l'évaluation des recettes fiscales, l'évaluation du rendement des nouvelles mesures, passe au crible aussi, d'un autre côté, l'évaluation des dépenses, pour voir s'il y a assez de moyens affectés aux dépenses. Mais en tout cas, du côté des recettes, depuis 3 ans, et c'est constant, la Cour des comptes identifie le fait que, ou met en lumière le fait que le gouvernement exagère largement le rendement des nouvelles mesures qui sont censées rapporter de l'argent dans les caisses de l'État. C'est évidemment peu engageant lorsqu'il s'agit d'aborder une réforme fiscale de grande ampleur, comme celle de l'impôt des sociétés, où le volant budgétaire, c'est-à-dire le coût budgétaire que cela pourrait représenter, c'est 5 milliards d'euros. C'est colossal. 5 milliards d'euros sur un impôt qui rapporte aujourd'hui 14 milliards et demi. Hein. Donc c'est un tiers de la recette. C'est colossal. Et pourquoi est-ce que nous sommes circonspects et inquiets, ce qui évidemment suscitera de notre part une réaction, c'est que si le gouvernement cherche à nous tromper et que quelque part il arrive à une situation où il baisse les taux, mais prétendant compenser les 5 milliards, il n'arrive à compenser que la moitié ou un tiers ou 2 tiers, peu importe. Mais ça veut dire évidemment qu'il crée un trou dans le budget. Il crée un trou. Et ce trou, on sait comment le gouvernement le comble. C'est soit par des taxes sur la consommation, hein, des taxes sur les ménages, soit par des économies dans les services publics, donc les départements de l'État ou les entreprises publiques, les dotations vers les entreprises publiques comme la SNCB, ou dans le fonctionnement de l'État, c'est-à-dire à nouveau, par exemple, moins de moyens alloués à la justice, moins de moyens alloués aux départements d'autorité, au fonctionnement de l'État, moins d'agents, ou par des coupes dans la sécurité sociale. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que la sécurité sociale a à voir avec le budget? Mais c'est parce que de plus en plus, la sécurité sociale est financée au départ du budget, donc au départ des comptes publics, des impôts. Donc ça veut dire que si évidemment vous parvenez, enfin, vous devez combler un trou budgétaire, vous dites, tiens, finalement, puisque nous finançons la sécurité sociale à partir du budget, en coupant dans la sécurité sociale, ce sera ça en moins à financer à partir du budget. Donc je comble mon trou de cette façon. Donc, il faut être particulièrement attentif parce que c'est un gouvernement qui fait peu de cas des chiffres, bien évidemment, mais surtout des finances publiques. Ça ne les intéresse pas de gérer convenablement les finances publiques, puisque toute leur idéologie les amène à considérer que de toute façon, la voilure de l'État dans ses différentes composantes, que ce soit les comptes publics, que ce soit les dépenses publiques, que ce soit la sécurité sociale, la voilure, selon eux, est beaucoup trop importante. Et donc, c'est pas grave s'il y a un trou, ça nous obligera à venir avec un nouveau train de mesures d'austérité pour comprimer les coûts, compresser les coûts. Sauf que derrière les chiffres, il y a des réalités humaines. Voilà, derrière la sécurité sociale, il y a des gens malades, il y a des demandeurs d'emploi, il y a des pensionnés. Derrière les comptes de l'État, il y a des agents, il y a la qualité des infrastructures, il y a la justice, les moyens de la justice. Donc derrière les chiffres, il y a des réalités humaines. Donc, je dirais, nous n'avons pas qu'une discussion de chiffres, on a une discussion sur des réalités sociales. C'est quel est le niveau de vie et le cadre de vie que l'on veut assurer à la population. Et pour cela, il est évidemment important de pouvoir
voir ce qui, dans la politique menée par le gouvernement, dans sa gestion des finances publiques, peut avoir un effet direct sur la vie de nos concitoyens. Alors pour revenir à l'impôt des sociétés, donc il y a cette inquiétude-là, et puis il y a, est-ce qu'ils prennent le dossier par le bon bout au fond? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'abord de faire quelques constats et de s'interroger sur le taux effectif réel de l'impôt des sociétés? On dit on veut diminuer le taux facial. Bon, mais est-ce qu'on ne s'intéresserait pas d'abord à voir qui paye de l'impôt des sociétés et qui n'en paye pas? Il y a une chose qui est certaine, c'est que toutes les sociétés ne sont pas logées à la même enseigne face au système fiscal. Il y a des entreprises de grande dimension qui sont en général dans un groupe multinational, alors soit que la société belge soit une société mère qui elle-même a des filiales à travers le monde, soit qu'elle soit, elle, filiale d'un groupe qui est logé ailleurs. Mais dans les grandes sociétés, vous avez des possibilités de planification diverses et variées, soit grâce à des mesures qui existent en droit interne belge, donc dans le belge, soit du fait que vous avez la possibilité de jouer des différences de législation qui existent d'un pays à l'autre et qui vous permettent, par des manipulations de prix, des manipulations d'opérations, de loger le bénéfice du groupe là où il sera le moins taxé. Plus toute une série d'autres mécanismes plus complexes encore, mais qui aboutissent toujours au même résultat, c'est-à-dire c'est loger, déplacer le produit d'une activité que vous avez pourtant réalisée en Belgique dans un autre pays où il sera moins taxé. Vous avez ces sociétés-là, et puis vous avez en Belgique des PME qui, elles, n'ont pas toutes ces possibilités parce qu'elles ne rentrent pas dans les conditions que pour pouvoir s'organiser de cette façon, et puis que par ailleurs, elles n'ont pas d'infrastructure à l'international, donc elles payent leurs impôts. Vous avez donc à l'intérieur de l'impôt des sociétés une grande disparité entre les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, et les très grandes entreprises. Et c'est peut-être ça la priorité, au fond, à laquelle nous devrions nous attacher, à laquelle le gouvernement devrait s'attacher, c'est de se dire, mais puisque budgétairement, il y a un risque de ne pas parvenir à une parfaite neutralité budgétaire, voire à pas de neutralité budgétaire du tout, est-ce qu'on ne devrait pas d'abord privilégier les entreprises qui créent de l'emploi, qui investissent durablement, qui misent sur l'innovation, qui s'inscrit dans un schéma de production durable de la richesse et qui nécessiterait un soutien. Et que par contre, on devrait, pour pouvoir financer cette baisse d'impôts sur les PME, on devrait pouvoir le financer en supprimant un certain nombre de mesures qui aujourd'hui profitent aux très grandes entreprises et qui facilitent la planification fiscale internationale. Ça, ce serait une réforme qui aurait du sens. Une réforme qui aurait du sens, ce serait une réforme qui lierait les aides de l'État, et par le biais de la fiscalité, il y en a beaucoup, à la création d'emplois, au maintien de l'emploi, à l'investissement dans la recherche et le développement, au caractère environnemental, au positivement environnemental de la production, donc autrement dit d'intégrer le critère du respect de l'environnement, donc autrement dit d'avoir une fiscalité qui encourage des comportements vertueux et qui découragerait les autres. Donc autrement dit, avoir une politique fiscale ciblée et pas une politique de chèque en blanc qui est de dire, mais tiens, finalement, on va baisser le taux de l'impôt des sociétés pour tout le monde, les grandes entreprises, les petites entreprises. Alors oui, on a une attention particulière pour les PME, mais c'est pour mieux faire passer la réduction globale du taux sans aucune contrepartie. Et là, évidemment, cette façon de faire ne vient pas de nulle part, elle procède d'une idéologie. C'est l'économie de l'offre qui est à l'œuvre depuis le début du gouvernement Michel, depuis 3 ans. C'est cette idéologie selon laquelle il suffit de baisser les impôts, il suffit de baisser les cotisations sociales des entreprises pour mécaniquement, je dirais presque magiquement, engendrer de l'investissement, de la création d'emplois. Ça ne se vérifie pas. Non, quand vous baissez les impôts sans aucune contrepartie, quand vous baissez les cotisations sociales sans aucune contrepartie des entreprises, eh bien vous augmentez leurs bénéfices, et ces bénéfices, elles ont le loisir de le distribuer à leurs actionnaires. Rien ne les oblige à les réinvestir dans l'entreprise
pour produire de la richesse et créer de l'emploi. Et donc on est toujours dans cette idée qu'il faut pouvoir mettre les entreprises dans la situation la plus confortable possible, parce que vertueusement, spontanément, c'est de l'idéologie, hein, c'est une forme de mythologie au fond, hein, elles vont avoir des comportements qui sont des comportements positifs pour l'économie. Pas du tout, ça ne se vérifie pas. Ça ne se vérifie absolument pas. Donc, face à cette idéologie, il faut opposer la réalité des chiffres, il faut opposer une autre vision de l'économie, il faut aussi proposer une autre réforme de l'impôt des sociétés, j'en ai esquissé quelques traits. Mais évidemment, on a aussi dans ce schéma l'intervention d'un certain nombre de lobbies. Et je pense que le lobby de la FEB s'est déjà mis en marche, a un droit de regard direct sur ce que fait le gouvernement. C'est d'ailleurs un gouvernement qui a une porosité très forte avec certains groupements d'intérêt, et en particulier le patronat. On le voit dans toute une série d'autres dossiers où la concertation sociale est bypassée, et où c'est directement, alors que le gouvernement devrait plutôt être dans une posture d'arbitrage entre le banc syndical et le banc patronal, on voit que d'emblée, très rapidement, ce sont les intérêts du patronat qui sont choisis et défendus. On le voit dans toute une série de dossiers, notamment en droit du travail, en droit de la sécurité sociale. Eh bien, en matière de fiscalité, c'est la même chose. La FEB est à la table du gouvernement. Et on le sait de source directe. Même des gens au sein du gouvernement qui se plaignent de cette façon de faire. Et je suis même persuadé que, et c'est là où le bas va blesser, que quand à un certain moment, ils vont présenter un premier schéma, ils l'ont déjà fait, mais ils sont encore en train de travailler dessus, en disant, OK, on diminue les taux, ça coûte 5 milliards, mais voilà comment on les compense, on supprime ça, on supprime ça, on supprime ça, on supprime ça. La FEB va se manifester pour dire, ah mais non, ça il faut garder, vous comprenez, c'est important pour nous, etc. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge, et je ne suis pas sûr qu'ils ne vont pas encore chercher à imposer leur revue. Donc on est dans ce contexte politique-là. Et puis, et ce sera la fin de mon exposé, il y a dans le chef de la Belgique aujourd'hui une posture qui ressemble très fort à la posture de la Hollande, hein, c'est-à-dire en gros, il faut jouer à fond le jeu de la concurrence fiscale. Le gouvernement Michel ne porte pas le projet de l'harmonisation fiscale européenne. Alors Wolfgang Schäuble, qui est le ministre allemand des Finances, a pointé Van Overtveld très directement. Et Schäuble, c'est un type de droite, hein, c'est pas... Schäuble a pointé Van Overtveld en disant notre collègue Van Overtveld freine toute avancée sur le terrain de l'harmonisation fiscale. Parce que l'harmonisation fiscale au niveau européen, d'aller vers une assiette fiscale commune pour les sociétés, vers des taux communs, et on pourrait imaginer un serpent, il y a un minimum, un maximum, vers une harmonisation des exonérations, la suppression des niches, etc. Et s'inscrire dans ce mouvement important aussi d'harmonisation de la lutte contre la planification, l'optimalisation agressive, l'évasion fiscale agressive des grands groupes, permettrait de résoudre le problème qui fait de la fiscalité un paramètre de concurrence entre États. La fiscalité des sociétés en particulier est devenue un des éléments de la concurrence fiscale entre les États. Eh bien, la réponse la plus fondamentale serait une harmonisation au plan européen. Eh bien, là-dessus, le gouvernement Michel est aux abonnés absents. Ça ne les intéresse pas. Donc, ils sont vraiment dans une logique de précaré, de défendre les intérêts d'un certain nombre de grands groupes. Et nous ne manquerons pas de leur rappeler qui ne rencontrent en rien les intérêts des petits entrepreneurs. Il faut le dire aussi clairement que ça. Voilà ce que je souhaitais dire en commentaire de l'excellent exposé de Christophe. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ces exposés passionnants qui démontrent l'idée d'une réforme équitable et finançable. Avant de passer la parole au public, j'aimerais bien me faire l'avocat du diable de droite et vous demander qu'est-ce que vous répondez à la critique qu'on aurait souvent à la gauche de ne pas faire la différence entre les petits entrepreneurs qui galèrent pour réussir et qui créent l'emploi et les gros groupes qui font de l'évasion fiscale, etc.
est-ce que la gauche, enfin, en l'occurrence le Parti Socialiste et la FGTB, propose une réforme qui permettrait de baisser le taux effectif payé par les PME tout en s'attaquant réellement aux grands groupes qui éludent l'impôt. Et voilà, je crois d'avoir vu qu'à aux dernières élections fédérales, le PS ne proposait pas de réforme de l'impôt des sociétés. Et donc voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas s'embarrer de cette question pour justement montrer que c'est une question différente de faire payer les grands groupes qui ne payent pas et de soutenir en même temps les PME qui sont les moteurs de la croissance et qui ne répondent pas aux mêmes enjeux que ces grands groupes. Chez nous, c'est vrai que les PME, on a toujours quelques problèmes. On a des problèmes parce qu'il n'y a pas de présence syndicale chez eux. Donc, pour nous, la valeur ajoutée doit se créer au sein des entreprises, bien sûr, mais elle doit se partager et ça doit être basé sur un dialogue entre les différents interlocuteurs qui sont l'employeur et les travailleurs. Malheureusement, dans les PME, ce n'est pas le cas. C'est clair qu'ils créent de l'emploi, qu'ils créent de la valeur ajoutée, et donc on est favorable à ce que ça se développe, mais pour ça, il faut qu'il y ait un dialogue social. Je ne pense pas que ces entreprises soient et doivent être dans une course à moins-disant fiscal. Les PME, elles ont intérêt à ce qu'il y ait aussi des infrastructures que le personnel soit bien formé, donc qu'il y ait un enseignement qui soit de qualité. Elles ne sont pas nécessairement exposées à une concurrence fiscale qu'on exagère pour les multinationales, en disant à chaque fois si on ne baisse pas notre pantalon, ils vont partir. Mais je ne pense pas que c'est en faisant une course, en diminuant le taux d'imposition sur les PME, qu'on va créer nécessairement, qu'on va relancer l'emploi et qu'on va créer des PME en ici. Ce qu'il faut faire, c'est avoir effectivement des mesures contre le dumping social pour les entreprises qui viennent ici, les entreprises étrangères qui viennent employer des gens dans des conditions tout à fait scandaleuses. Donc c'est ça qu'il faut faire. Vous pouvez mettre le micro un peu plus près. C'est aussi avoir de l'harmonisation fiscale au niveau européen, comme l'a dit Ahmed, au niveau du monde syndical. On est tout à fait conscient, ça, on est depuis toujours en faveur de ces travaux d'harmonisation de la base imposable avec un taux minimum. Avec des collègues des syndicats européens, hollandais, on est en train d'écrire une carte blanche parce que cette guerre entre Rutte et Michel sur nous on a encore des multinationales, vous en avez plus, oui merci, enfin, on trouve ça ridicule. Nous on a envie que ces multinationales payent leur impôt où elles créent la richesse et qu'on arrête avec cette concurrence fiscale pour finir où ce sont les citoyens, les travailleurs qui sont les perdants. Mais par rapport au PME, je ne pense pas que c'est en le faisant nécessairement payer moins d'impôts, mais qu'il y ait tout un système qui est autour. Pour que les entreprises fonctionnent bien, il faut qu'il y ait des infrastructures qui soient là. Il faut bien les financer, ça. Donc pour nous, cette concurrence fiscale et ce moins-disant fiscal n'a pas lieu d'être si on veut une société qui soit cohérente. Non, je pense l'avoir esquissé. On est tout à fait favorable à un soutien aux PME. Alors on souhaite le faire en le liant évidemment à un certain nombre d'objectifs. En particulier l'investissement productif d'une certaine qualité et la création d'emplois. Et on peut y introduire des paramètres supplémentaires comme la recherche et le développement, comme par ailleurs aussi des comportements respectueux de l'environnement. Donc, la fiscalité de ce point de vue peut être dans sa vocation incitative. Et le faire par ailleurs coûte beaucoup moins cher que de faire une réduction de taux pour tout le monde. Là, ce qui coûte vraiment beaucoup d'argent, c'est de réduire le taux, quelle que soit la taille de l'entreprise. Mais pour les PME, on peut le faire avec l'idée d'avoir un soutien, effectivement, les PME, 67% de l'emploi. Alors, évidemment, Christophe a évoqué la problématique de la représentation syndicale
et c'est tout à fait vrai, hein, dans le chef des PME, il n'y en a pas jusqu'à une certaine taille, mais en même temps, on se rend bien compte que eux, je dirais, sont par rapport aux groupes multinationaux, sont moins sensibles, hein, et moins disposés à être dans des grands circuits d'évasion fiscale. Ça, c'est une réalité qui fait que notre système d'impôt des sociétés est bancal. Il y a l'impôt des sociétés des petites entreprises, il y a l'impôt des sociétés des grandes entreprises, sur base des mêmes règles. Il y en a qui payent le taux plein et il y en a qui s'arrangent que pour ne pas le payer. Donc, il faut pouvoir rétablir cette injustice, ça c'est clair. Je peux me permettre encore d'ajouter quelque chose, c'est par rapport aux entreprises en général, sans faire catégorie PME, grandes entreprises. Enfin, il y a peut-être les multinationales, mais pour nous, ce qui est important, c'est de créer de l'emploi, et l'emploi en Belgique, l'emploi en Europe en général, ce n'est pas en allant toujours faire le moins-disant fiscal ou le moins-disant social qu'on va créer de l'emploi ici. Sinon, on va concurrencer les Chinois ou d'autres. Ce qu'on doit faire, c'est effectivement pouvoir investir et pouvoir soutenir une compétitivité structurelle, c'est-à-dire en développant des produits qui soient de qualité, qui ont de l'innovation en tout ce qui est respect de l'environnement, c'est important. Et là, il y a des marchés intéressants à développer. Et donc, si, plutôt qu'à faire des aides via la réduction de l'impôt des sociétés, on serait plus en faveur de l'aide à la création de produits de qualité, investir dans la formation des gens, investir dans la qualité du processus de fabrication. Et ça créera de l'emploi, ça aura un effet dynamique intéressant plutôt qu'aller vers un moins-disant fiscal et donc budgétaire avec toutes les conséquences budgétaires et sociales dont a parlé Ahmed tantôt. Merci. On va donner la parole à la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'ai une question peut-être plus du coup pour Ahmed. Moi, je m'appelle Florent, je travaille pour le réseau Financité. Cette année, on a lancé une campagne pour lutter contre l'impunité fiscale. On a commencé à y travailler début 2017, sans savoir que allaient encore se succéder de nombreux scandales. Je pense que depuis, il y a eu Malta Files, Foodleaks et maintenant les Paradise Papers. Du coup, ma question porte plus spécifiquement sur l'évasion fiscale de façon générale plutôt que sur l'impôt des sociétés. Et c'est une question tout à fait naïve. Je voulais savoir, en fait, au vu de l'accumulation des scandales, au vu du peu de réaction du gouvernement, mais au vu aussi de la grosse médiatisation, est-ce que selon vous, cette médiatisation et le fait qu'on en parle de plus en plus, etc., est-ce que ça a quand même un impact? Est-ce que ça exerce quand même une certaine pression sur un gouvernement qui ne fait pas grand-chose pour lutter contre l'évasion fiscale? Ou est-ce que finalement ça ne sert absolument à rien? Et alors, autre question qui est liée à celle-ci, je me permets de poser vite deux en un. Quelles sont vos marges d'action au niveau politique et quelles sont nos marges d'action en tant que citoyens et citoyennes pour lutter contre tout ça? C'est tout à fait naïf, mais c'est simplement pour avoir votre point de vue. Voilà, merci. Non, c'est loin d'être une question naïve, c'est une question essentielle. Il y a d'abord un problème d'ordre culturel. Quand vous avez le président du parti le plus important du pays, la NVA, Bart De Wever, qui déclare « Mais faire de l'évasion fiscale, c'est une forme de légitime défense ». Il a dit ça. Alors peut-être pas dans ces termes-là, mais substantiellement, c'était cela. Bon. Quand vous êtes sur un plateau de télévision, c'était la semaine dernière, et face à un représentant du MR, on débat sur les scandales que vous venez d'évoquer, on entend, oui, mais il faut être pragmatique. Donc autrement dit, si on serre trop la vis, parlons d'évasion fiscale, on ne parle même pas des impôts, mais d'évasion fiscale, si on serre trop la vis, les entreprises vont partir. Bon. Donc, vous avez, si vous voulez, chez certains interlocuteurs politiques, des gens qui, ouvertement, vous livrent une pensée qui est aux antipodes de l'idée même de solidarité, de contribution de chacun selon sa capacité contributive.
Je dirais l'étape d'après, c'est même de remettre en cause la légitimité de l'impôt lui-même et d'arriver même à considérer que finalement l'impôt c'est un prélèvement illégitime sur la richesse que nous produisons à travers nos salaires, à travers les bénéfices, etc. Donc c'est l'étape suivante. Donc on est dans l'antichamp d'une remise en cause de l'impôt lui-même. Et puis vous avez par ailleurs des interlocuteurs politiques qui ne se cachent pas d'être là pour défendre certains groupements d'intérêt. Vous avez dans le soir d'hier un député de la NVA qui dit quand on touche au secteur diamantaire, c'est à moi qu'on touche. Bon, le secteur diamantaire, c'est un secteur qui a une sensibilité très particulière à la fraude fiscale. On les retrouve dans tous les scandales, on les retrouve dans SwissLeaks, on les retrouve dans Panama Papers. Ils ont fait l'objet, pour certaines entreprises, de redressements records. Et vous aviez même au Parlement un club défendant ouvertement les intérêts du secteur diamantaire avec des parlementaires d'un certain nombre de partis politiques. Donc vous avez, si vous voulez, un problème de culture au sens de l'approche d'une question qui ne s'appuie pas sur vos ressorts et sur les miens. C'est-à-dire que je pense qu'on peut dire qu'on est acquis à l'idée que la solidarité, on y gagne tous, mais elle a un coût, et il faut le financer, ce sont les impôts. Bon, on a besoin d'écoles, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin d'infrastructures, et donc voilà, nous on pense qu'il faut pouvoir contribuer à cela, ça profite à tous, mais à soi aussi. Bon. Eux ne sont pas dans cette logique-là, eux sont dans la logique. Non, voilà, ce qui doit primer, c'est d'abord le moins d'impôts possible. Ce qui va de soi pour eux ne va pas de soi pour eux. Alors, à côté de ça, vous avez un phénomène qui est plus complexe et qui est la progression, je dirais, de l'individualisme dans nos sociétés. C'est-à-dire que la solidarité, c'est quelque chose qui doit faire partie des habitudes, de l'éducation. Donc, autrement dit, la solidarité, elle ne nous est pas naturelle. La solidarité, c'est quelque chose qui fait l'objet d'un choix consenti, d'un choix réfléchi, mais d'un choix. Alors on y adhère, on n'y adhère pas. Alors qu'est-ce qui fait qu'on y adhère? Sans doute nos parcours respectifs, notre appartenance peut-être à des strates de la société qui nous rendent sensibles à l'idée de solidarité, parce que l'on perçoit bien que tout seul, on ne peut pas y arriver, qu'on ne peut y arriver que si on met en commun nos moyens, que pour pouvoir assurer à chacun, et donc à soi-même, un niveau de vie décent. Mais en face de cela, vous avez un système économique qui est lui-même véhicule un certain nombre de valeurs et qui véhicule lui-même une certaine forme de culture, la culture de l'individu, la culture du consumérisme. Et ça ne vous dispose pas, une fois que vous vous laissez pénétrer par cela, à l'idée de solidarité. Non, au contraire, c'est plutôt, mais moi, qu'est-ce que je peux avoir le plus possible pour moi, pour pouvoir, au fond, être le plus réceptif possible et en avoir le plus possible de ce que la société de consommation a à m'offrir. Et donc, ce qui vous intéresse, c'est de ne pas voir si dans la gamelle du voisin est aussi remplie que la vôtre, c'est de voir si votre gamelle est bien remplie. Donc, et là, on a une machine infernale qui est la société d'hyperconsommation, avec le système de conditionnement de masse de la société de consommation à travers les annonceurs, à travers la publicité, avec des véhicules modernes que sont les réseaux sociaux. Donc avant, nous avions la télévision, il y a la télévision, l'internet, le numérique, les réseaux sociaux, et tout ça nous amène des générations entières de concitoyens chez qui l'idée de solidarité n'est pas l'idée qui s'impose d'emblée. Ça n'est plus une donnée immédiate de la relation sociale. Non, au contraire, on est plutôt dans l'atomisation des relations sociales avec la pénétration de plus en plus profonde du réflexe et de la disposition individualiste. Avec ce panorama-là, si vous ajoutez par ailleurs qu'il y a toute une série d'interlocuteurs politiques qui sont le relais d'une certaine idéologie, de certains intérêts privés, etc., eh bien, vous avez un enjeu qui est colossal pour les politiques progressistes, pour la société civile, de
de reconquérir le terrain culturel. De reconquérir le terrain culturel. C'est le trou travail de l'éducation permanente. C'est ce que fait ATTAC. C'est ce que fait le réseau Financité. C'est ce que font toute une série d'ONG. Vous avez vu le clip Coup de poing d'Oxfam, par exemple. C'est ce que font les partis progressistes. C'est ce que font les organisations de travailleurs. De l'éducation permanente. De l'éducation permanente. Prenons un exemple. Hein. Vous avez au mois d'août, chaque année, Pricewaterhouse qui fait le Freedom Day, donc le Tax Freedom Day, c'est-à-dire de dire le jour de la libération fiscale. À partir du mois d'août, vous travaillez enfin pour vous. Sous-entendu, jusque-là, l'État vous a tout pris en impôts et en cotisations sociales, donc vous êtes libéré fiscalement à partir du mois d'août. Bon. Alors évidemment, ça marque les gens. Ah bon, ah, donc pendant 6 mois, je travaille, c'est pour l'État, pour les autres, pas pour moi, et moi, je ne travaille enfin pour moi que à partir du mois d'août. Eh bien, face à cela, vous êtes déjà sur la défensive, vous êtes obligé de refaire de l'éducation permanente en disant oui, mais les services publics, c'est 365 jours sur 365. Les hôpitaux, c'est 365 jours sur 365. Donc vous êtes obligé de reparler à la raison, alors que eux flattent au fond ce qu'il y a d'instinctif. Je dirais de quelque part, voilà, hein, de plus naturel. Et donc c'est culture contre nature. Donc on est vraiment dans un travail d'éducation permanente, dans des enjeux d'éducation permanente qui sont colossaux. Avant même de venir sur le technique comme on le fait aujourd'hui, il faut pouvoir regagner la bataille culturelle. Comme l'a dit Ahmed, effectivement, les organisations comme la FGTB, on travaille aussi là-dessus. Et aussi, on accorde beaucoup d'importance. Il y a aussi des capsules, et l'interrégional wallonne de la FGTB va préparer une capsule par rapport à l'importance de l'impôt. On essaye de faire des brochures sur le sujet. On essaye aussi de faire attention à la dialectique, c'est-à-dire aux mots qu'on emploie. On ne parle pas de charges patronales, on parle de cotisation sociale. On essaye de ne pas parler d'impôts, on essaye de parler de contribution. Rappelez-vous, avant, on disait je vais au bureau de contribution. Maintenant, on dit oui, je vais au fisc. Effectivement, il y a eu un lavage de cerveau, il y a eu une guerre culturelle qui a été gagnée par la droite. J'ai des collègues dans d'autres syndicats ou dans des organisations internationales de syndicats qui essayent d'aborder et de mélanger un peu l'intérêt personnel et l'intérêt collectif. Ils disent quand il y a des sociétés qui font de l'optimisation fiscale, en fait, ils privent aussi les travailleurs d'une partie du gâteau, comme on appelle. C'est-à-dire une partie de la valeur ajoutée qui est créée, qui normalement devrait leur revenir sous forme de salaire, d'augmentation de salaire. Eh bien, ça part pour quelques actionnaires. Donc, ils essayent, je trouve que c'est pas tout à fait idiot comme approche en disant, vous voyez, il y a une partie d'argent, logiquement, qui viendrait vous revenir comme salaire pour payer votre bien-être à vous, et comme vous continuez sur votre salaire à payer des impôts et des cotisations sociales, vous contribuez au financement de la société en général. Et bon, il y a aussi l'aspect lutte contre la fraude et ce que ça enlève comme recette budgétaire pour notamment financer tous les services publics et financer la protection sociale. La semaine dernière, j'ai un collègue qui a été sur le plateau de CETECO, c'était pour parler de la fraude fiscale. C'est un de mes chefs, Jean-François Tamellini, et il prenait des exemples. Quand on parle de montants faramineux qu'il y a dans les fraudes, le budget de soins de santé, tous les ans, c'est 2,6 milliards actuellement qu'on lui demande de faire d'économies. Quand vous regardez ce qui sort des Panama Papers ou des Paradise Papers, et quand vous entendez aussi les chiffres qui sont cités par le juge Claes d'argent qui est là, qu'on pourrait aller chercher si on finançait des services publics de qualité en termes de justice et de fiscalité, d'argent des contributions, c'est aberrant. Mais on est dans cette logique libérale et pour l'instant, c'est eux qui sont devant. Et donc, c'est effectivement
avec des mouvements d'éducation permanente et en retapant nous sur ce clou-là, qu'on pourra essayer de gagner cette guerre idéologique, parce que là, c'est une vraie guerre idéologique. Merci. Je saisis l'occasion qu'on parle de guerre idéologique pour vous dire que dans 2 semaines, le 28 novembre, vous tiendrez une conférence, une formation justement sur les nouveaux mots du pouvoir et donc les stratégies lexicales qui sont utilisées par les élites économiques pour justement circonscrire le débat à ce qui est acceptable pour le consensus néolibéral. Est-ce qu'il y a des autres questions ? Bonjour, merci. Olivier, pardon, je travaille à la FEF. Merci déjà d'être venu. C'est pas facile, je pense, d'intervenir dans ces conditions, mais c'est de très bonnes interventions et très intéressant. Pardon. Vous l'avez dit, vous avez parlé de bataille culturelle. Je pense que c'est une expression que j'aime bien dire. Je pense que c'est vraiment un enjeu qui est majeur de rendre accessible en fait ce qu'on a, parce que vous l'avez dit aussi, c'est une explication qui est pas facile à cerner. C'est des mots que le plus grand nombre n'utilise pas forcément. Donc ma première question, c'est la suivante. Vous avez parlé déjà d'outils que vous utilisez au quotidien pour favoriser cette information et cette bataille culturelle. Je me demande s'il n'y a pas possibilité de trouver d'autres outils ou d'autres mécanismes à mettre en place, autres que des interventions politiques, autres que ce genre de réunions d'information ou des interventions dans des cas politiques au Parlement ou autres. Je ne sais pas si vos organisations respectives pensent à développer ce genre de pratique ou ce genre de militantisme vers vraiment la société civile et surtout, je pense, au niveau local. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, accorder de l'importance et une cohérence vraiment d'informations qui aussi part du niveau local et qui est adressé aux concitoyens. Et alors, voilà, je voulais savoir ce que vous pouviez mettre en place. Et alors, dernière chose, je distingue quand même le parti représentatif et le mouvement social. Et je me demandais si quand même il ne pouvait pas y avoir des convergences sur je sais que vous en avez déjà parlé, mais un contre-projet, vraiment quelque chose d'ensemble, où on a vraiment noir sur blanc des acteurs et des actrices qui se réunissent et qui disent voilà, on n'a pas les mêmes étiquettes, on est des gens lambda, on sort de je ne sais où, on fait ça, on est des associatifs, et voici nos propositions, et on les porte, et on fait des réunions d'information localement, et on construit petit à petit, on fait des événements, on fait du ça, et on fait grossir cette mobilisation. Et je pense que c'est des schémas qui sont déjà mis en place depuis bien longtemps, mais qu'on peut aussi développer sur cette question-là. Merci. Voilà, donc tu as entièrement raison, il faut mobiliser toutes les forces politiques et les mouvements sociaux qui ont en commun précisément l'idée de solidarité, l'idée de progrès partagé, l'idée de redistribution par les impôts, par la sécurité sociale, encore que pour moi la sécurité sociale, elle est un élément de la répartition primaire de la richesse, c'est-à-dire une fois que la richesse est produite, entre les bénéfices d'un côté et les salaires de l'autre, pour moi il y a le salaire direct en espèces, et puis il y a le salaire indirect qui est la sécurité sociale. Mais en effet, on doit tous agir dans le même sens et rassembler nos efforts. Sur la manière dont on doit faire de l'éducation permanente, évidemment, il nous faut être moderne. Il nous faut être moderne. Et pour prendre un exemple, parce que ce n'est pas la première fois que nous faisons des campagnes, et il faut en particulier penser à tous les jeunes qui sont des cibles du système économique, des annonceurs, de conditions de masse, etc. C'est assez effrayant. Quand vous parlez avec un jeune, il se sent invulnérable parce qu'il est jeune. Donc si vous lui parlez des soins de santé, il est en pleine forme et il ne voit pas très bien de quoi vous lui parlez. Si vous lui dites, tiens, tu sais, soigner un cancer, si on devait mettre de sa poche, c'est 23 000 euros, tu sais, par an, ça ne lui parle pas directement, sauf si éventuellement dans sa famille, il y a quelqu'un qui est malade, etc. C'est le syndrome, c'est le moment où vous quittez vos parents, que vous prenez un cote tout seul ou un petit appartement et vous commencez à payer vos factures. Vous dites, tiens, j'étais quand même bien chez papa et maman, maintenant je vais payer les factures.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours encore confrontés à la dure réalité de la vie et à ce que la solidarité leur apporte. Hein, et donc, notamment vis-à-vis des jeunes, parce qu'il faut pouvoir construire génération après génération, il y a là, à mon avis, des outils à utiliser qui doivent être modernes. Une application, par exemple, hein, une campagne à destination des jeunes. On va dire, mais tiens, tu sais, l'abonnement de la Stible hein, que tu utilises tous les jours, eh bien, si tu devais payer de ta poche, ben, tu payerais 3 fois plus, en était ton abonnement, 3 fois plus ton ticket. Donc il faut venir à des exemples extrêmement concrets qui leur permettent de se rendre compte ce qu'est la vie avec la solidarité et la vie sans la solidarité, avec des termes simples. Et comme face à nous, on a des annonceurs, hein, ce soit les voitures automobiles, les produits cosmétiques, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, enfin tout ce que vous voyez à la télévision, l'agroalimentaire du matin au soir, qui ont des boîtes spécialisées, des professionnels de la communication. On doit professionnaliser notre communication. Voilà. Parce que si on ne le fait pas, on risque de laisser échapper de plus en plus une grande partie de nos concitoyens qui sont absorbés par l'attraction de la société d'hyperconsommation et notamment tous ces supports qui sont des conditionnements de masse. Donc on doit se renouveler, effectivement. Mais la créativité, voilà, fait partie aussi du combat progressiste. Moi, on a une belle collection à l'Institut Van der Velde des anciennes affiches du Parti ouvrier belge. Eh bien, pour l'époque, ils étaient créatifs. Et Eric Van den Abel, un de nos camarades, a écrit un livre qui s'appelle L'imagerie socialiste, et il montre à quel point les progressistes innovaient dans la communication. Et qu'ils étaient les premiers à faire des photos chocs pour marquer l'esprit des gens et pour pouvoir, je dirais, promouvoir l'idée de solidarité. Parce que, je le répète, ma conviction fondamentale, c'est que l'idée de solidarité ne nous est pas naturelle. Elle se construit seule, ou par l'éducation, ou par la socialisation, ou par les luttes communes, et ça n'est pas quelque chose qui va de soi. Donc on doit pouvoir être promoteur de l'idée de solidarité. Tantôt Grégory disait qu'ils avaient rejoint le RJF, le réseau de justice fiscale. Nous, on y est depuis le début. Et tous les ans, nous, on fait le Tax Justice Day. Et l'année passée, il y a eu une campagne qui montrait que si certaines entreprises payaient convenablement leurs impôts, ce que ça permettrait de faire. Ça a été exploité il y a 15 jours, 3 semaines par un collectif qui a été on en a parlé pas mal dans la presse, qui a été chez Ikea Anderlecht. Et ils ont installé, parce qu'Ikea est aussi une entreprise qui fait du planning fiscal agressif, et ils ont installé comme s'il y avait des gens c'est un hôpital qui s'installait chez Ikea Anderlecht. Parce que s'ils payaient leur impôt, ça pourrait faire 600 lits d'hôpitaux par an qui seraient financés. C'est effectivement avec ce genre d'action, je crois que là, ça parle aux médias. Malheureusement, il faut des actions comme cela. Mais, comme l'a dit Ahmed, il faut essayer de se renouveler. Je vais lui lancer les fleurs et même sans le pot. Quand il était aussi à l'Institut Emile Van der Velde, à un moment, il avait mis au point une campagne qui, malheureusement, elle était intelligente, mais elle a été lancée au mauvais moment. Mais là, c'est pas de ta faute. C'était effectivement, c'était Piketty au départ qui avait eu cette idée, et tu l'avais implémenté ici en Belgique. C'est avoir un calculateur. Si on ne paye pas d'impôts, combien coûterait une année d'école, combien coûterait une année à l'université? Et là, les gens se rendent compte que c'est que la vraie solidarité, comment on vit dans une société. Je vous invite aussi à chercher si je peux leur donner les liens à Grégory. La BBC, ils ont fait il y a une dizaine d'années d'ici une émission. Ça serait bien que l'RTB pouvait le faire. Je crois que c'est 6 semaines sans service public. Ils ont pris un quartier et pendant 6 semaines, il n'y avait pas de service public, il n'y avait pas de ramassage de poubelles, il y avait, sauf les trucs d'urgence. Hein, c'est quelqu'un qui était malade, l'ambulance, il n'y avait pas de ramassage pour les enfants, vraiment toute cette série de services dont on ne se rend plus compte.
à la fin, les gens se disputent parce qu'on leur donnait l'équivalent de ce qu'ils payaient comme impôts locaux. Et bien à la fin, les gens se sont disputés et il y a des gens qui ont déménagé tellement parce qu'ils se disputaient de savoir comment ils allaient utiliser l'argent. Oui, mais toi, tu payes moins, donc tu as moins à dire. Et c'était de cet ordre-là. Je vous invite à regarder ça. C'est confondant. Il faudrait peut-être que c'est des exemples par l'absurde, mais qui sont effectivement parlants. Et on devrait effectivement, c'est choc, on devrait continuer à appuyer sur ce type de réflexe. Je ne sais pas si vous avez vu le clip d'Oxfam. Donc, moi, je ne l'ai pas partagé sur mon mur Facebook parce que je trouvais que c'était un peu trop. Voilà. Pardon? Il faut le partager, mais je trouvais que c'était un peu. Vous voyez, des gens. Donc, en gros, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bon, ça met en scène une espèce de bande qui sont une bande de brigands apparemment, toutes de noir vêtus avec la cagoule, et qui rentrent dans des chambres d'hôpital et qui débranchent les appareils, etc. Et alors ensuite, évidemment, on comprend la chute. C'est, voilà, s'il n'y avait pas les impôts, s'il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas les Baxter, il n'y aurait pas tout ce qui permet de vous maintenir en vie si vous êtes malade. Etc. Bon, c'est un peu coup de poing, mais en même temps, quelle efficacité. C'est-à-dire qu'ils utilisent les codes des jeux vidéo. C'est ça qu'il faut voir. Ils utilisent les codes des jeux vidéo. Or, une grande partie de notre jeunesse passe une grande partie de son temps sur les jeux vidéo. Donc, autrement dit, ils mobilisent l'imaginaire des jeux vidéo pour faire passer un message positif sur la solidarité. C'est pour ça que je dis qu'on doit vraiment être moderne dans la communication. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement aller jusqu'à ce que Oxfam a fait, mais il faut parler à l'imaginaire des gens. Donc aujourd'hui, parler à la rationalité des individus ne suffit pas. Il faut pouvoir aller chercher chez eux ce qui peut mobiliser une conscientisation qui va les amener à adopter un autre comportement. Voilà où on en est. Tellement l'imaginaire est pollué par les véhicules dont je parlais, qui sont les supports de grandes multinationales, qui sont en même temps de grands annonceurs, et qui mettent des dizaines de milliards d'euros dans leur communication. C'est ça l'adversité à laquelle on est confronté. Alors qu'une grande ONG comme Oxfam décide de le faire, c'est significatif. Il faut sans doute voir si aussi les grandes organisations de travailleurs, et je trouve que ce que fait la FGTB, ça ne date pas d'aujourd'hui, la FGTB a lancé il y a quelques années « À quoi servent nos impôts ?» Une grande campagne, avec une grande mobilisation. Ils vont encore en faire une à la fin du mois de décembre. Présence et Action Culturelle, qui est un mouvement d'éducation permanente, a fait une campagne « Merci l'impôt ». Nous avons fait une campagne « La solidarité, on y gagne tous ». Eh bien, dites-vous bien que c'est un travail de longue haleine et un horizon constant, et qu'il ne faudra jamais désarmer. Jamais désarmer. Parce que, voilà, l'individualisme, une fois qu'il est ancré, et à ce moment-là, quand vous avez un parti politique qui dit « Mais vous payez trop d'impôts, on va augmenter votre salaire poche, on va augmenter votre net, on va vous rendre de l'argent, vous en ferez ce que vous voulez. Il faut arrêter de nourrir cette grande bureaucratie. » Parce que la dévaluation des services publics de l'État, c'est un des éléments du langage de l'idéologie, évidemment, libérale. C'est que pour décrédibiliser l'impôt, vous décrédibilisez ce à quoi sert l'impôt, donc ce qu'il finance. Donc vous commencez par décrédibiliser l'État, les services publics. Donc c'est pour ça que les attaques contre les fonctionnaires sont toujours très nombreuses, contre les services publics qui ne fonctionnent pas, qui sont bureaucratiques. C'est le prélude, ça vous permet après de délégitimer l'impôt. Enfin, vous payez de l'impôt pour ça. Non, on va réduire votre impôt, et au moins ça ne fera plus tourner cette bureaucratie. Voilà. Et donc la bataille, elle se mène aussi à ces niveaux-là. Moi, je suis pas. Donc pour le moment, on recule, c'est incontestable, mais je suis pas pessimiste. C'est une question de mobilisation, voilà, et d'intelligence créative. Il doit être créatif, on doit être plus malin qu'eux. Toujours par rapport à cette lutte idéologique, et là je vais parler plus par ce qui se passe au nord du pays.
moi, je travaille dans une organisation fédérale, donc on voyait les revues de presse, et c'était essentiellement en flanc. Maintenant, ça se gagne aussi dans la presse francophone. Il n'y avait que des intervenants, des profs du NIF et tout ça, que des gens de droite. Et notamment aussi tous ceux qui écrivaient pour Itinéra. Donc on ne savait pas exactement, on ne sait toujours pas exactement qui finance ça. Hein. Mais les organisations syndicales en Front commun, plus d'autres organisations progressistes, ils ont financé quelque chose équivalent. Et donc il y a 2 chercheurs maintenant, pour l'instant ils ne sont que 2, qui font aussi, ils reprennent l'actualité, ils regardent des études universitaires et ce genre de choses, et ils font des cartes blanches, et ils alimentent la presse comme ça, mais pour essayer de changer un peu, parce que à un moment, il y avait vraiment que des éditorialistes, des cartes blanches de gens de droite. Et donc les gens, à force d'entendre ça, les journalistes, on va dire, je ne vais pas dire qu'ils sont paresseux, mais c'est plus facile, il y a plus suffisamment de moyens pour eux, je prends que ce soit la RTB, RTL, mais c'est la même chose côté néerlandophone. Une fois qu'ils ont des gens qui écrivent facilement et qui interviennent facilement, ils doivent remplir un journal télévisé, ils regardent, ils ont un contact, et ils allaient toujours vers les mêmes personnes. Maintenant, ces 2 personnes qui sont financées par le mouvement progressiste, on les voit de plus en plus dans les médias, et on les lit de plus en plus. Donc effectivement, il faut aussi faire attention à ça. À un moment, on avait laissé tomber cette approche-là. On essaye aussi, nous, dans les services d'études, maintenant, on essaye de refaire des cartes blanches. On fait des lettres d'information tous les mois pour essayer que les gens et que les journalistes soient conscientisés à ça et qu'on fasse partie aussi de leur carnet d'adresses au cas où ils ont besoin de quelqu'un. Mais c'est un travail de longue haleine et c'est vraiment... c'est quelque chose à toujours, c'est Sisyphe, quoi. Il faut toujours remettre la boule et la remonter vers le haut. Mais voilà, c'est un combat de tous les jours et c'est un combat qu'on est heureux de mener. Merci. Je trouve vraiment ça très intéressant que le débat soit orienté sur la question de l'hégémonie culturelle et du combat sur l'usage des mots, etc. Parce que oui, c'est vraiment là-dessus qu'on parvient à faire passer une réforme qui diminue la contribution au service public, etc., en quelque chose qui serait équitable, qui serait finalement dans le sens de l'intérêt général. Mais donc voilà, donc, le combat continue. Je ne sais pas si quelqu'un voulait encore intervenir. Je m'interroge sur ce qu'Ahmed a dit, la solidarité ne nous est pas naturelle. Est-ce qu'on peut généraliser? Vous avez dit la solidarité ne nous est pas naturelle. Est-ce que l'individualisme pour vous nous serait naturel? Alors, moi je crois que ça dépend des gens. Je crois qu'on ne peut pas généraliser. Pour certains sont altruistes, d'autres ne le sont pas. Mais on ne peut pas dire que la solidarité ne nous est pas naturelle. Peut-être la majorité des gens, à cause du système dans lequel ils vivent. Mais dire ça voudrait dire que l'individualisme nous serait naturel. Non, je ne pense pas. Tout le monde n'est pas égoïste. Tout le monde n'est pas altruiste non plus. Vous avez entièrement posé les questions et on peut en effet considérer, hein, sur base d'un certain nombre de théories, hein, que l'homme naît bon et généreux et altruiste, etc. Non, mais je n'ai pas ce que vous avez dit. Moi, je considère, sur base d'un certain nombre d'ouvrages qui touchent à la sociologie de l'impôt, qu'en réalité, non, malheureusement, la solidarité, en ce compris dans les sociétés les plus primitives, procède d'une certaine organisation, hein, du groupe social, quel que soit son degré de développement. Hein. Et alors vous avez des structures archaïques comme la famille par exemple, hein, comme le clan, comme la tribu, dans laquelle s'organise déjà une forme de solidarité, mais qui procède déjà d'une forme d'organisation et donc d'une certaine forme de contrainte. Voilà. Donc c'est-à-dire que, alors ça n'empêche évidemment que vous pouvez imaginer, et c'est tout les reproches faits par les personnalistes et les néo-personnalistes à l'existentialisme sartrien, hein, où Sartre disait, enfin, vous connaissez la fameuse théorie en disant, mais finalement,
l'existence précède l'essence, hein, donc autrement dit, voilà. Et alors on lui répondait, oui, mais qu'est-ce que vous faites avec le sourire de l'enfant? Voilà. Ben, le problème, c'est que l'enfant, il ne fait pas que sourire, il fait aussi, voilà. Donc, ça peut être une discussion sans fin. Ma conviction, c'est que la solidarité est toujours le fruit d'une certaine organisation sociale. Voilà. Plus ou moins construite, plus ou moins développée. Mais qu'à l'état de nature, l'individu, il est mu par ses besoins fondamentaux. Voilà. Je ne veux pas faire de l'anthropologie, je dirais, sommaire, mais je reste persuadé qu'en effet, c'est le propre de l'homme à l'état de nature, c'est plutôt la rencontre de ses besoins immédiats et vitaux, qu'au-delà, dans une certaine forme d'organisation, il est amené à devoir réfléchir différemment, c'est-à-dire à devoir coexister. Et la coexistence suppose des obligations. Et alors au-delà simplement, et sur des choses encore plus fondamentales, c'est le problème de la violence. Le problème de la violence. Ce qui est le début d'une certaine forme de modernité dans l'organisation des sociétés humaines, c'est déjà la confiscation de la violence. Autrement dit, on ne peut pas se faire justice à soi-même, ça n'est pas la loi du plus fort qui doit toujours, donc c'est le dépassement de ces stades primaires, si je puis dire, amène nécessairement une organisation sociale. Et là où il y a organisation sociale, il y a contrainte. Voilà. Moi, j'y contrainte, en l'occurrence ici, plutôt en sens positif. Mais bon, là, on est sur des considérations, et vous avez raison de le relever, des raisons qui sont plus d'ordre sociologique et anthropologique. Voilà. Non, pas psychologique, mais je dirais sur le constat de ce que sont les hommes à l'état de nature. Voilà. Et alors, voilà, on peut évidemment là-dessus dire, mais pas du tout, les hommes sont bons par nature, c'est la société qui les corrompt, hein, donc dans une approche rousseauiste, que je ne partage pas. Moi, j'observe plutôt les travaux d'anthropologie et de sociologie pour considérer qu'à l'état de nature, le penchant de l'homme ne le conduit pas à partager, à être généreux. Il ne le fait que au terme d'un processus, qui est un processus éducatif, un processus de contrainte, un processus d'organisation, d'obligation librement consentie ou pas. Et donc on est déjà dans une forme de construction. Voilà. Et donc culture, organisation, on est déjà très loin, me semble-t-il, d'une disposition qui serait innée. Voilà. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au fond, parce que la question que vous posez, elle est fondamentale, hein, donc vous avez sur l'échelle politique, vous avez la gauche, vous avez le centre, vous avez la droite, et puis alors vous avez le mouvement des libertariens. C'est très intéressant, et d'ailleurs représenté dans le secteur des avocats fiscalistes, il y en a une collection comme ça. Eux, ils vous disent, non, l'impôt est en soi illégitime, parce que l'impôt, il est une privation de quelque chose qui est naturel, et ce naturel, c'est quoi? C'est qu'un individu ne doit pas être privé par qui que ce soit du produit de son travail, du produit de son activité. Ça lui appartient. Donc autrement dit, c'est le droit naturel de la propriété et de l'accumulation de la propriété. Il y a des gens qui pensent ça. Alors évidemment, quand vous débattez avec des gens pareils, vous imaginez d'où vous venez. Vous vous dites, moi c'est l'idée de solidarité. L'idée de solidarité. Bon. Et ils te disent, non, à l'état naturel, rien ne légitime qui que ce soit, et certainement pas l'État, à priver quelqu'un de son bien, ou de l'accumulation de son bien. On est dans des considérations très fondamentales. C'est pour ça que votre intervention est plus qu'intéressante. Il ne crache pas sur les 1000 heures. Le prof du livre, ouais. Et moi, du coup, vite fait, c'était pour réagir à votre intervention à vous. Comme vous disiez, en parlant de l'action au Ikea, malheureusement, il faut des actions comme celle-là. Alors oui, malheureusement, les citoyens et citoyennes doivent pallier aux lacunes d'un gouvernement qui ne répond pas aux objectifs d'intérêt général. Ceci dit, j'ai envie de dire, heureusement, moi, en tout cas, ça me rassure de voir que enfin des citoyens et citoyennes lambda se réapproprient la thématique. On a un petit peu parlé des termes de vocabulaire, etc. Je pense que quand on parle de finance ou de fiscalité, ça paraît abstrait pour beaucoup de monde, et je pense que cette action a permis de rendre tangibles des réalités abstraites.
Et donc, j'en profite vite fait pour faire un petit point rendez-vous. 23 novembre à Liège et le 14 décembre à Bruxelles. Il y a 2 débats qui sont organisés avec justement les gens du Flash Mob pour parler de, en fait, finalement, en tant que citoyen et citoyenne, comment est-ce qu'on lutte contre l'évasion fiscale. Voilà. J'ai envoyé malheureusement par rapport aux médias. Il faut, pour les médias s'intéressent à ça, il faut des scandales, il faut ce genre d'action coup de poing. C'est ça qui est dommage. La semaine passée, Ahmed était effectivement sur les plateaux, c'est parce qu'il y avait les Paradise Papers. Sinon, 15 jours avant, il y avait le scandale du rapport de la commission Panama Papers, où le gouvernement, enfin la coalition a vidé de son grosse partie du contenu. Et là, je n'ai pas entendu de grands débats et de grandes émissions sur le sujet. Donc c'est dommage que les médias, nos médias de masse, ne fassent pas attention et ne soulignent pas suffisamment ce type de ça. C'est pour ça que j'ai dit malheureusement. Non, je suis conscient. Ils ont utilisé ces flyers, enfin le contenu de ces flyers qu'il y avait là-dedans. Et voilà, avec le réseau de justice fiscale, on soutient ce type d'action, ça c'est clair.